sûr, la Russie ne s'effondrera pas militairement par l'accumulation de ces frappes, même si elles ont une importance, même si ça réduit les munitions disponibles, même si ça impose aux avions de chasse russes de partir de plus loin, donc ça diminue le nombre de bombes planantes qui arrivent, mais là, ils tapent sur l'économie. Les Ukrainiens sont convaincus que c'est par l'économie que la Russie s'effondrera et pas par son armée, et donc ils continuent à attaquer son dispositif d'exportation de gaz, de pétrole, parce que c'est là qu'il y a vraiment des effets qui sont aujourd'hui. Et après, cette capacité à taper dans la profondeur, je vous rappelle quand même des frappes à 2400 km de la ligne de front. Là, on est, je veux dire, seulement à 1600 km, mais ça reste au nord de Moscou. La capacité ukrainienne à saturer la défense aérienne russe, à la contourner, à produire une panoplie de drones et de missiles de croisière toujours plus larges et qui ont chacun leur spécificité, aujourd'hui, ça continue à donner des résultats, alors qu'on aurait pu attendre que la Russie soit en mesure de s'adapter avec des années de guerre. Aujourd'hui, c'est plutôt le contraire. L'Ukraine a de plus en plus l'avantage dans cette guerre à longue distance. C'est pas la première fois que les Ukrainiens frappent sur ce port. Ah oui non, c'est la deuxième. Et ils frappent, donc ça a provoqué un immense incendie, mais ils frappent aussi sur les raffineries, comme vous savez, Darius. Et donc là, on avait aussi montré la carte des raffineries qui sont atteignables par les drones ukrainiens. Il y en a une qui est au sud de Moscou, à Ryazaň, donc très loin également du front, une des plus grandes raffineries de Russie. Donc c'est effectivement, on le dit, on le répète, la stratégie ukrainienne qui est de sans cesse frapper autrement que sur le front. La Russie dispose de moins en moins d'armes, de blindés, ça c'est le premier élément. Même s'ils voulaient continuer au rythme des pertes qu'ils ont eues par les années précédentes, ils ne pourraient pas le faire. 1400 chars prouvés détruits en 2024 pour la Russie, simplement ils en ont plus. Mais surtout, les chars effectivement ils sont relativement lents et ils sont fragiles face aux drones parce que les Russes n'ont pas massivement investi dans la guerre électronique alors que les Ukrainiens sont mieux équipés dans ce domaine-là. C'est pour ça que les Russes contournent le brouillage des Ukrainiens en utilisant des drones philo-guidés avec de la fibre optique. Mais les Russes, eux, comme ils en ont pas, ils remplacent leurs chars et leurs véhicules blindés par des équipements qui peuvent plus facilement éparpiller et surtout qui sont beaucoup plus rapides. Mais attendez, Xavier, tout à l'heure sur notre antenne, il y avait Gérald Dutart qui disait c'est aussi simple et primitif le fait que ils zigzaguent assez vite et donc ils évitent le drone. Est-ce que c'est effectivement aussi naïf que ça? Effectivement. La vitesse de déplacement des quads permet quand même d'éviter une partie des drones, mais c'est surtout la vitesse de traverser des champs. C'est pas vraiment pour les éviter, parce que là, si vous parlez avec des pilotes de drones, ils peuvent taper sur des véhicules qui vont à 80 km/h et qui essaient de faire des zigzags. C'est pas vraiment la vitesse, c'est le fait de traverser un champ ouvert de 400 mètres en quelques dizaines de secondes plutôt qu'en plusieurs minutes. En gros, si vous envoyez 40 blindés comme les Russes viennent de le faire dans la région de Koursk, quand vous avez un terrain qui est boueux, qui prend plusieurs minutes, les Ukrainiens ont le temps d'envoyer 4, 5, 6 drones kamikazes FPV par pilote sur le temps de la traversée. Quand vous avez comme ici des quads, là, à ce moment-là, peut-être que chaque pilote de drone kamikaze FPV ne pourra en lancer que 1 ou 2 pendant le temps de cette traversée. Et donc oui, le taux de survie est de 0 quand ils se font toucher. Par contre, sur les dizaines de quads qui vont tenter cette traversée, vous en avez peut-être 5 ou 6 qui vont réussir à aller jusqu'à la tranchée ukrainienne et éventuellement qui vont être capables de submerger les hommes qui s'y trouvent. Les Russes, 45% du matériel russe qui a été détruit au mois de décembre, 2400 véhicules prouvés détruits, 45% sont du matériel civil qui n'a rien à faire en première ligne, dont ces équipements. Juste un élément, je voyais marqué, il y a 58 000 frappes par drone revendiquées par les Ukrainiens. Il faut bien comprendre que ces 58 000, à 90-95%, c'est de 0 à 12 km sur la ligne de front. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle un mur anti-drone, c'est-à-dire que c'est après vous avez la guerre électronique, les brouillages, les défenses antiaériennes qui se trouvent généralement après, et ensuite les drones qui arrivent à passer ce mur peuvent aller éventuellement en longue portée et taper plus loin l'intérieur de la Russie. Mais à 99%, tout se passe sur la ligne de front, on appelle ça ligne de contact. Et dans cette ligne de contact, oui, les Russes ont renoncé effectivement à des assauts blindés assez classiques pour des combats d'infanterie. Alors ça a beaucoup moins d'ampleur, ça va beaucoup moins loin, c'est aussi pour ça que les choses sont... la Russie, au début de la guerre, c'était l'armée la plus mécanisée du monde
monde. Il y avait, entre le rapport nombre d'hommes et le nombre de véhicules, nombre de tonnes d'acier, de chenilles, de tout ce qu'il y avait, c'était les meilleurs au monde. Maintenant, c'est plus le cas. Ça s'est raréfié et ça se raréfie de plus en plus. On sait, par exemple, que là, pour l'instant, ils puissent dans les stocks de matériel dit majeur, que deuxième semestre 2025, ils auront épuisé les stocks, par exemple, de vieux chars, de vieux véhicules blindés, et que ils seront condamnés à faire de la trottinette, quoi. Ce qui peut effectivement changer beaucoup de choses. Effectivement, on est sur une situation économique dans laquelle il y a aussi un autre élément dont on ne parle pas souvent, c'est la surévaluation du fonds souverain. La Russie prétend que son fonds souverain est encore rempli, alors qu'en réalité, certains éléments comme la compagnie aérienne nationale ont toujours leur valeur d'avant la guerre, alors que réellement, ils ne volent plus, ils n'ont plus aucune valeur aujourd'hui. Donc même quand aujourd'hui on fait croire que la Russie a toujours des réserves et qu'elle peut continuer à tenir avec la situation actuelle, c'est faux. Le fonds souverain, j'ai parlé avec un économiste il y a 2 jours qui m'a vraiment soutenu cet élément. Oui, ils ont les fonds qui sont vides et ils n'ont plus de dollars ou d'or à échanger. Pourquoi parler de table des négociations alors que logiquement, dans une logique churchillienne, dans une situation pareille, c'est le moment au contraire de se battre jusqu'au bout, Crimée, jusqu'à récupérer le dernier centimètre carré de la Crimée. Pourquoi ce paradoxe ? Mais l'armée russe ne s'effondrera pas militairement. Le pouvoir russe ne sera plus en moyen de continuer à essayer d'avancer, mais ils vont jamais renoncer aux gains qu'ils ont obtenus aujourd'hui. Et les efforts militaires, les milliers, les dizaines de milliers de morts qui seraient nécessaires pour récupérer le territoire ukrainien par les armes, aujourd'hui, 1, les Ukrainiens n'ont pas la base de manœuvre pour le faire, mais 2, on leur a pas donné le matériel nécessaire pour le faire. Donc il y a un principe de réalité. Sans aucun doute, c'est impossible parce qu'il y a une continuité territoriale vers le Donbass. La Crimée, il faudrait énormément de moyens pour réussir à le faire et il faudrait 1 an et demi de combats intenses une fois qu'ils auraient réussi à percer vers la mer d'Azov. Et aujourd'hui, à moins que Donald Trump décide de donner, mais si demain Donald Trump dit 1000 chars par an, 100 avions de chasse par an, missiles illimités, ce soir, Zelensky, a priori, il a fait une annonce, il a dit à Trump, donne-moi 300 milliards de dollars des assets russes qui sont bloqués et je vous achète, à vous, États-Unis, 300 milliards de Xavier, matériel. Je comprends bien, mais pardon, vous comprenez que pour beaucoup de ceux qui nous écoutent, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a une contradiction. On ne veut pas dire à la fois ils en sont réduits à avancer en trottinette, et puis à la fois, oui, mais on ne pourra jamais récupérer par la force la Crimée et le Donbass. Il y a un truc qui ne colle pas. Qu'est-ce qui explique cette contradiction ? Je vais faire un bon mot, après je vous dire la vérité. Ils ont beaucoup de trottinettes, mais ensuite, ils ont beaucoup d'hommes, surtout. Et Vladimir Poutine, on l'a beaucoup dit, sa population, sa profondeur stratégique, elle n'est pas infinie, mais, et j'en reviens au propos que je citais de Zaloujny tout à l'heure, il est prêt à puiser dedans ad nauseam. Et ça, les Ukrainiens le savent et le subissent dans une certaine mesure. Ça n'est pas la même chose du côté ukrainien, ce qui explique ces désertions notamment, parce qu'aujourd'hui, quand on commence à poser le terme de négociation sur la table, quand les Européens et les Américains ne sont toujours pas au rendez-vous, quand il y a l'immense incertitude avec le nouveau centre de gravité que vont devenir les États-Unis sous la présidence Donald Trump, tout cela fait qu'effectivement, ça paraît très difficile à ce stade, en l'état actuel, pour les Ukrainiens de récupérer par la force militaire les territoires conquis par la Russie.